Bonjour à tous, bonjour à toutes, salam alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base. Aujourd'hui, on est avec notre frère et notre ami Erwan pour discuter encore une fois de l'actualité et de la situation au Sahel. Et aujourd'hui, avec Erwan, on va discuter du rôle néfaste qu'a pu avoir et qu'ont les pays, certains pays du Golfe, notamment au Sahel. Et on va discuter de ça et Erwan va essayer de nous édifier de ça. Bienvenue dans cette émission et on vous salue tous comme d'habitude. Asseyez-vous Exactement. et on va discuter de cette histoire. Donc Erwan, Donc, comme d'habitude, d'abord, tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Là, c'est début de semaine. Donc, mes salutations à toute l'audience. Bon début de semaine à tous. Moi, peut-être que j'aurais dû dire en fin d'émission, mais voilà, je débute ainsi. Merci au frère Abbas une fois de plus de me permettre d'intervenir. C'est un grand plaisir. Donc, effectivement, comme il a bien introduit le titre de cette émission, l'idée m'est venue tout simplement lors du célèbre, désormais très célèbre discours du colonel Ibrahim Traoré, de fin juillet 2026, dans lequel il accusait un certain nombre de pays arabes, enfin, plus spécifiquement l'Arabie Saoudite, euh, de mener, on va dire, un peu des opérations de déstabilisation passive. Ce que j'appelle déstabilisation passive, c'est un peu des opérations de subversion passive en finançant des formations, en fait, en finançant les études de jeunes Burkinabés, bien sûr, qui sont envoyés en Arabie Saoudite, donc pour y être formés. Mais on va dire, le contenu des formations, on va dire, n'est pas très pertinent. Hein. C'est pas des formations informatiques ou des formations dans l'intelligence artificielle ou dans l'agriculture. C'est des domaines qui pourraient apporter la valeur ajoutée au Burkina, mais plutôt dans des idées assez obscures, sombres, soi-disant de nature religieuse, on va dire de nature religieuse pervertie. Donc, pour être concret, si je reprends les termes du capitaine Ibrahim Traoré, c'était carrément de former les étudiants burkinabés à la charia. Ensuite, probablement, en vue que ces jeunes-là rentrent au Burkina Faso, pour y être instrumentalisés et pour y mener pour contribuer à la guerre actuelle, en fait, tout simplement. Et en fait, cette déclaration, pour moi, n'était pas anodine, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler justement des nuisances des pays du Golfe au Sahel et en Afrique plus largement. On a tendance, on va dire, dans notre inconscient, ou même dans notre conscient, à souvent voir directement les puissances occidentales, pour des raisons historiques légitimes. Mais il faut comprendre que les pays arabes du Golfe ont le même type d'action de nuisance, qu'elles mènent de manière beaucoup plus modeste pour deux raisons. Premièrement, elles n'ont pas les moyens tout à fait logistiques, surtout logistiques et militaires, d'être aussi présentes et omniprésentes à leurs partenaires. Je vais te couper juste une seconde. Modeste, ça dépend. Au Soudan, ils font des dingueries. Oui, ah oui, non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au Soudan, ils sont beaucoup plus déployés. Mais c'est plus J'allais en simple au parler. Soudan. Voilà, Justement, dû à la logistique, au Soudan, c'est plus simple. c'est ça. C'est ça pour des raisons militaires et de logistique selon les régions. Ils n'ont pas, on va dire, ils n'ont pas la capacité de déploiement de leurs partenaires occidentaux de l'OTAN, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, effectivement, selon les zones du continent, ils vont être beaucoup plus présents. Mais on va dire surtout via des moyens beaucoup plus logistiques et financiers. C'est là que je voulais dire. C'est le cas au Soudan. Donc, et aussi c'était le cas, et ça l'est toujours, je pense, mais de manière beaucoup moins directe. C'était le cas au début des années 2010 en Tanzanie. Lorsqu'ils ont voulu déstabiliser ce pays-là, ils ont tenté une série d'attentats ou tenté de créer du chaos entre les communautés chrétiennes et musulmanes en faisant appel à des terroristes, enfin des terroristes, entre guillemets, saoudiens, qui essayaient d'influencer des locaux sur place. Ça, c'était au début des années 2010-2011, où ils avaient arrêté un Saoudien à l'époque. D'ailleurs, c'était, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les anecdotes. Je pense on a dû lui dire si jamais on t'attrape et que tu parles et on te ramène au pays, on te tue. Donc, si tu vas sur place, on t'attrape, tu parles pas. Je sais qu'à l'époque, quand les services de sécurité tanzaniens l'avaient attrapé, le mec ne disait pas un mot. Donc, bref.
Donc, je veux que l'audience comprenne, tout simplement, peut-être elle le sait déjà, que les pays du Golfe ne sont pas du tout les amis, que ce soit du Sahel ou on va dire de l'Afrique. Ce sont des impérialistes qui n'ont plus la capacité de nuisance d'antan, mais qui, pour leurs intérêts, œuvrent et essayent de morceler et de faire en sorte que ce continent-là, et du moins la zone du continent d'Afrique noire, reste un peu, on va dire, des esclaves 3.0, 4.0, c'est-à-dire des fournisseurs de matières premières brutes, surtout brutes. Voilà, tout simplement. Donc, pour venir dans le vif du sujet, parce que moi je veux parler surtout du Sahel, ces puissances-là ont eu un rôle très néfaste dans la guerre qu'actuellement subit et affronte courageusement nation de la l'Ouest, au sens où elles ont activement participé à la guerre d'implosion de la Libye, en connaissant les conséquences. Je dis bien en connaissant les conséquences, Oui, pas juste déstabiliser la Libye pour plaisir de déstabiliser la Libye. Donc, elles ont déstabilisé pour deux objectifs. Le principal, c'était de détruire une puissance pétrolière, une puissance qui vend des hydrocarbures. Et là, c'est très important ça, parce que c'est un peu le leitmotiv de ces pays-là du Golfe. Je vais les citer, il y en a trois principaux qui opèrent, même s'il peut en avoir d'autres, c'est le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. D'accord. Donc ces trois pays-là, pour que vous compreniez, bon, ce sont, comme malheureusement beaucoup de pays du continent africain, depuis presque près d'un siècle, ils sont plus ou moins des vassaux, c'est même pas plus ou moins, c'est clairement des vassaux des pays anglo-saxons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ce sera trop long, mais ils agissent toujours de concert et en soumission au Royaume-Uni et aux États-Unis. D'ailleurs, tous ces pays-là doivent leur création au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, très souvent, pour des raisons pratiques et même parfois historiques et religieuses, les États-Unis et le Royaume-Uni sous-traitent des opérations de déstabilisation à ces puissances-là, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique. D'accord. Donc, le Soudan, par exemple, le Soudan dont tu as parlé, je vais juste faire une très courte parenthèse que j'ai refermée sans même rentrer dans les détails. Bien sûr qu'ils font des dingueries au Soudan parce qu'ils y ont des intérêts, mais ils agissent en sous-traitance pour le Royaume-Uni. Ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc, ces puissances-là agissent en sous-traitance en se disant, bon, d'une part, on sert les intérêts de nos puissances tutélaires, et d'autre part, en servant les intérêts de nos puissances tutélaires, on essaye de faire plus ou moins émerger ou triompher nos intérêts à nous. Et en l'occurrence, quand ils sous-traitent ou ils font des opérations de subversion en Afrique du Nord et surtout en Afrique subsaharienne, pour le compte des puissances occidentales, ces pays du Golfe-là essaient de faire en sorte que les pays dotés de ressources, d'hydrocarbures et d'autres ressources en or soient le plus fragilisés possible pour ne pas que ces pays-là puissent les rivaliser sur la scène internationale. Donc l'objectif, les rivaliser en tant que producteurs transformateurs clés d'hydrocarbures, et donc, on va dire, contrebalancer le poids ou l'influence que les pays du Golfe ont sur la scène internationale. Parce que les pays du Golfe, c'est ça, parce que les pays du Golfe ont un peu ce privilège-là, d'être des vassaux premium. Ouais. C'est un peu des vassaux premium, parce que certes, bon, ce sont les vassaux des Anglo-Américains, il n'y a pas de problème, mais ils ont quand même une relative influence sur la scène internationale du fait des vastes réserves en carburant. Exactement, déjà d'une, bon, ça c'est surtout grâce à leur démographie, mais du fait des vastes réserves d'hydrocarbures. Et donc, d'accord, et donc ce qui leur permet certains investissements et donc d'avoir une forme de relative influence, entre guillemets, même si ça reste des vassaux. Si demain, c'est très logique, hein, là, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le savoir, imaginez demain, la plupart des pays africains qui produisent du pétrole, qui sont stabilisés, on va prendre le cas du Nigeria, enfin, je ne vais pas tous citer, même le Mali, parce qu'il semble qu'on soupçonne très fortement de vastes réserves d'hydrocarbures au Mali, le Niger, tous ces pays-là.
deviennent stables, suffisamment forts pour produire eux-mêmes, transformer et exporter des hydrocarbures raffinés à l'échelle internationale, le positionnement des puissances, de ces puissances du Golfe-là va décliner, c'est logique. Ça va C'est devenir logique compliqué, puisqu'il y c'est aura clair. plusieurs, il y aura plusieurs fournisseurs d'hydrocarbures raffinés et Mhm. de qualité. Il suffit même que les infrastructures qui acheminent les hydrocarbures soient plus pratiques du côté des pays par exemple du Sahel. Et en fait, ça créerait une alternative Ouais, c'est qui clair. entraînerait un déclin des Clairement, pays du Golfe. clairement. Donc très simple, très simple. Donc c'est à ce titre-là, ça c'est la première raison, c'est à ce titre-là qu'ils ont contribué grandement à l'implosion de la Libye. L'implosion de la Libye, tout simplement en soutenant, alors c'est simple, hein, c'est pas compliqué, différents groupes ethniques, soi-disant religieux. La Libye, le Qatar soutenait, finançait, armait des bandes armées qui étaient dans ce qu'on appelle la Cyrénaïque, à l'ouest libyen, mais aussi à l'est du pays. Donc c'était n'importe quoi. L'Arabie Saoudite, c'était pareil. Le, les Émirats, c'était pareil. Bon, tous ces témoignages-là, bon, c'est su, il n'y a pas de débat. Maintenant, si vous voulez que je vous cite une source, elle est bien hypocrite. Hein. Mais bon, c'est l'ancien officier traitant de la DGSE, Jean-François L'Huillier, hein, Mhm. qui, après avoir fait beaucoup d'argent dans son opération de closion de la Libye, qui a parfaitement réussi. Bon, maintenant, il se fait de l'argent en vendant ses exploits dans un livre. Donc, il a juste confirmé le fait qu'il a travaillé avec les Qataris, les Émiratis et les Saoudiens, surtout les Qataris d'ailleurs, surtout les Qataris et les Émiratis, dans l'implosion de la Libye. Tout Ouais, simplement, c'est clair. je résume ainsi. C'est Voilà. clair. Et Donc, ils finançaient il a aussi. reconnu. C'est eux qui finançaient aussi parce que les Américains et les Français, tout ça, bon, les Français, ils avaient 3 jours d'explosifs, une semaine. C'est ça. Et ensuite, les Américains, eux, ils avaient le matériel à eux aussi, mais les Américains, même pour leurs intérêts, généralement, ils frappent pas gratuitement. Exact. Et du coup, il fallait financer ça. Et je crois qu'à l'époque, Barack Obama avait réussi à faire en sorte que ce soit bah, ces pays du Golfe-là qui financent l'opération américaine. Et ça, c'est D'accord. Oui, assez c'est ça. incroyable. C'était vraiment devenu les Argentiers. Effectivement, d'ailleurs, ce que tu dis, c'est parfaitement confirmé. Alors, bien sûr, dans son témoignage, il n'a pas dit que les Français étaient à court de munitions, mais par contre, il a reconnu que, en gros, les Français sur place, ils avaient envoyé le personnel pour former les combattants. Ça, bien sûr. Et effectivement, bon, les Qataris, c'était surtout le financement de la logistique et Hum. ce que tu viens de dire, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, tous ces groupes armés-là, bon, vous connaissez un peu la musique. Une fois le morcellement, l'implosion de la Libye effectuée, ils ont reçu un lourd soutien en armement. Ils ont pu pirater les gros stocks d'armes de l'armée de Kadhafi qui était complètement décimée. Hum. Et ils ont reflué vers le Sahel. Sont descendus vers le sud jusqu'au Mali, Niger. D'autant plus que certains hauts cadres qui étaient, on va dire, plus ou moins proches de Kadhafi, on va dire, qui étaient, on va dire, des collaborateurs, entre guillemets, de Kadhafi, mais plutôt des traîtres, sont devenus des dirigeants éminents des groupes actuellement qui déstabilisent l'AES. Ouais, ouais, bien Bien sûr. sûr, le premier qu'on va citer, c'est Yad Ghani. Mhm. Donc, tout simplement. Donc, Ah, ils ont tous fait En fait, beaucoup étaient partis en Libye et Kadhafi les avait récupérés dans l'armée. donc, Et une d'accord. fois que, en fait, pour faire tomber Kadhafi, ils ont instrumentalisé ces gens-là en leur disant, et ça c'est Sarkozy, en leur disant, en gros, aidez-nous à faire tomber Kadhafi, et vous inquiétez pas, on va vous donner le nord du Mali, vous allez prendre votre indépendance. Le problème, il vient Exact. de là. C'est ça. C'est un peu Et le du deal. coup, Exactement. c'est comme ça qu'ils ont réussi comment on appelle ça? Bah, à leur faire retourner leur veste. Et c'est à partir de ça, parce que eux, ils se disent, bon, nous, on a fait le job, maintenant, on veut notre dû. Sauf Et que, c'est ça, bien sûr. sauf que les gens, là où vous demandez votre dû, vous allez trouver des gens sur place. Et ces gens-là sont pas prêts à vous céder leur terre. Donc, il y a un problème. Bien sûr.
Bien sûr, c'est ça. T'as résumé. Et d'ailleurs, le fameux, le fameux Lascar, enfin, l'officier traitant qui a écrit ce bouquin, là, qui a témoigné, je ne serais pas surpris qu'il était parmi les personnes qui a été chargées de dealer ou de marchander avec ces groupes-là, là. Ces personnes en question, ces personnalités, Mm. pour réaliser l'objectif dont tu as parlé, c'est-à-dire Enfin, contribuer à la déstabilisation de la Libye et vous aurez votre État au nord. Ouais. Et en tout cas, c'était le fameux deal. Donc, actuellement, les gens doivent être conscients du fait que les groupes que combattent l'AES actuellement et qui sont durement affaiblis ont reçu surtout, parce que c'était plutôt dans le passé, un gros soutien logistique et financier des pays du Golfe, tout simplement. Et que si actuellement, c'est là où je veux que vous compreniez le vice, si actuellement le capitaine Ibrahim Traoré se plaint de nouvelles tentatives de subversion de certains pays du Golfe, et notamment d'Arabie Saoudite, c'est tout simplement parce que ces groupes sont durement affaiblis et que de manière très, très, très insidieuse et fourbe, pas directe, ils reprennent du service à la demande de leur puissance tutélaire anglo-américaine. Les Français n'ont pas vraiment d'influence directe dessus. Donc, ce qu'a dénoncé le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que il y a une reprise, tout simplement, et c'est là où il faut faire très attention, il y a une reprise. J'insiste, très insidieuse, parce qu'ils ne vont pas le faire de manière beaucoup plus frontale que, par exemple, la puissance française, les élites françaises ou même parfois les élites anglo-américaines qui veulent déstabiliser un pays. Mais il y a une reprise insidieuse du travail de sous-traitance réalisé par les puissances des pays du Golfe au Sahel. Donc, il va falloir faire très attention. Et à ce titre-là, le pays qui doit faire le plus attention, plus que le Niger et le Burkina, c'est le Mali, puisque, à juste titre, le Mali a signé, je ne vais pas dire des partenariats, mais une coopération assez intéressante avec les Émirats Arabes Unis, qui est pertinente, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire très attention parce que les Émirats Arabes Unis commercent beaucoup avec le Mali au sujet du trafic de l'or. Enfin, de l'or, pardon, du trafic. Je me suis fait. Il y a eu un lapsus révélateur. Trafic. Il y a un lapsus révélateur. Ah, voilà. Trafic. C'est un lapsus révélateur. Ils coopèrent officiellement de manière propre. Oui, mais il y a le trafic à côté. Voilà, c'est ça. Ils sont très actifs dans le trafic de l'or. Je vais essayer d'expliquer. Le trafic d'or. Je vais essayer d'expliquer vite fait. En fait, il y a un reportage d'Arte qui est révélateur à ce sujet. J'ai oublié le titre exact, mais ça parlait de l'or du Mali, plutôt du Sahel, mais surtout du Mali. C'était plutôt concentré au Mali. Et tu vois tous les chefs des groupes armés là. Ouais. Ils interrogent de ces chefs-là, parce qu'à l'époque, tu vois, ils étaient plus accessibles parce qu'ils étaient vraiment quasiment les rois dans la région. Et l'or dans le nord du Mali et un peu vers le Burkina aussi, qu'ils arrivent à extraire, je crois que c'est l'équivalent de 5 milliards de dollars par an. Voilà. Ensuite, et tout cet or, en fait, le business qu'ils ont réussi à faire là-bas, c'est qu'en fait, ils font amener des gens, on va dire des immigrés d'autres pays qui viennent, des orpailleurs qui viennent et qui travaillent, et en fait, les groupes armés les rançonnaient. En gros, il leur dit, voilà, quand tu trouves, je sais pas moi, 10 grammes d'or, c'est 50-50. On prend 50%, comme nous, on garantit votre sécurité. D'accord. Donc, ils prennent 50%. Eux vont le faire sortir, et il y a plusieurs canaux. Il y a le canal de leur partenaire et il y a le canal qui va aux Émiratis. Et à l'époque, je me rappelle, le premier ministre Choguel Kokala Maïga avait expliqué que lui, il était allé vérifier au niveau de la bourse. C'est pas la bourse de Londres, je crois que c'est la bourse en fait c'est au niveau des cours mondiaux de l'or, et il avait pas voulu donner le nom du pays, mais il a dit qu'il y avait un pays arabe du Golfe qui avait déclaré et qui achète de l'or au Mali, l'or qu'il récupère au Mali, et l'or qui a été l'or qui sort du Mali officiellement.
et ce qui a été déclaré dans ce pays-là comme venant du Mali, la différence, c'est l'équivalent, c'est plus élevé que le budget national malien. En gros, ça veut dire que chaque année, il y a l'équivalent du budget national malien qui s'évapore vers ce pays, dont on ne connaît pas la provenance et on n'a aucune part dessus. Aujourd'hui, ça, c'est en train d'être terminé pour la simple et bonne raison que, enfin pour la simple et bonne raison, l'or ne va plus sortir du Mali. Déjà, il y a eu le nouveau code minier. Et pendant cette période-là, il y a certains pays qui avaient arrêté même qui avaient arrêté toutes les mines d'or dans leur pays. Ils avaient mis un terme à tout ça, ils avaient arrêté. Et pourtant, ils n'ont jamais eu autant d'or que pendant cette période-là. On ne va pas donner de nom ici. Mais ça, c'est un fait aussi qui existe. En gros, ils n'ont jamais exploité autant d'or. Enfin, ils n'ont jamais eu de réserve aussi grande d'or que pendant la période où ils ont fermé toutes leurs mines d'or sur l'ensemble de leur territoire. Ça vient bien de quelque part. Bien sûr. Ensuite, en fait, là, ce qui est prévu maintenant, il y a le nouveau code minier. Donc, pour pouvoir exploiter l'or malien, tu dois passer par le nouveau code minier. Et ensuite, là, il y a une raffinerie d'or qui va être mise en place, qui aura une capacité de 200 tonnes d'or par an, je crois, de raffinage de 200 tonnes d'or par an. Du coup, qui vont être estampillés or malien. Et ça va être l'une des seules, en fait, ça va être la seule façon de faire sortir de l'or du Mali. Si l'or doit sortir du Mali, il doit passer par cette raffinerie. Sinon, c'est mort. D'accord. Ouais, attendez-moi une seconde. Voilà. Et du coup, après, il y a un problème que ça règle pas. C'est que pendant longtemps, même les Maliens ne savaient pas que dans le nord du Mali, il y avait de l'or qui était exploité. Et pendant les 10 ans de MINUSMA et de machin, ces gens-là exploitaient l'or. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, ils ont identifié toutes ces mines. Et par exemple, il y a la mine de Talaandak qui fait l'équivalent de 94 km². Mine d'or. 94 000 km². Et l'État l'avait récupéré et l'a attribué à la Société nationale de recherche et d'exploitation des minerais au Mali. Société d'État. Elle appartient à 100%. Elle peut travailler avec certaines entreprises pour la gérer ou elle peut la gérer elle-même. Ça se trouve dans la zone de la région de Kidal, ce qui fait qu'après le 25 avril, du coup, vu qu'on a quitté la zone, on n'est plus dans cette zone-là. Et c'est pour ça que tu vois très souvent des frappes de l'armée malienne sur des sites de mines d'or. On te dit on a frappé une mine d'or parce que, en fait, les groupes armés terroristes, là, JNIM FLA, en fait, vont exploiter ces mines-là, utiliser ces mines-là pour pouvoir se financer. Bien sûr. Ça, c'est un des moyens de financement. C'est pas le seul. C'est pas le seul, mais c'est un des moyens de financement. Et du coup, à partir du moment où ils sont identifiés sur place, ils sont bombardés. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils disent ils ont tué des orpailleurs, en fait des civils qui exploitent des mines. Déjà de 1, très souvent ce sont leurs combattants qui sont visés, même tout le temps. Et de 2, ces mines-là, l'État malien a interdit à tout le monde de s'y rendre parce que c'est des mines illégales. Tout ce qui peut t'arriver sur place là-bas, c'est ton problème, c'est une zone de guerre. Bien sûr. En gros, tu peux pas me dire, je me promène dans une zone de guerre, en plus je suis en train de voler l'État parce que je suis sur une mine qui est illégale, et ensuite te plaindre parce qu'il y a des bombardements à côté de toi où tu as été dommage collatéral. Après, je pose une question parce que je ne connais pas le contexte. Vu les lâches comme ils sont, vu qu'ils ont contrôlement, ils ont partiellement contrôlé cette zone, est-ce qu'ils ne forcent pas des civils à aller bosser et aller alors, il n'y a pas des cas comme ça? Il y a des cas où, je pense, même je pense c'est avéré, il y a des cas où il y a des gens qui sont gardés sur place. En gros, t'es venu, t'es machin. Tu vois, c'est comme des Macs. En gros, au départ, bon, ils te prêtent de l'argent, ils te machin, puis après, t'es coincé avec eux.
Tu vois? D'accord. Après, tu es coincé avec eux. Donc, il doit y avoir ces systèmes-là, trafic d'êtres humains qui est en place, mais la majorité sont D'accord. des gens qui viennent volontairement pour exploiter de l'or. Ok. D'accord. D'accord. Et du coup, les frappes, c'est intéressant. Alors après, pour pas trop m'étaler, ça explique pourquoi, lorsque l'armée s'était retirée, ces groupes-là avaient voulu clairement signer, et dans les médias, notamment sur France 24, ils appelaient à signer une forme d'accord de paix définitif avec l'armée malienne. Justement, c'était pour éviter les frappes, je Oui, en pense, fait, pendant qu'ils bombardent. c'est pour se dire, voilà, nous, on a déjà récupéré la partie, on va dire, assez intéressante. Donc, il faut qu'on discute. Parce qu'on sait, on n'a pas pu aller plus loin. On sait que ça va être compliqué d'aller plus loin. Donc, venons, on discute. On a récupéré des otages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, l'État a des miettes. Du Ouais, bien coup, sûr. ils ont tenté Anéfis. Parce que Anéfis, Ok. c'était leur porte. En gros, c'était le verrou à faire sauter qui leur ouvrait le nord. Et sans ça, c'est pas D'accord. possible. Sans ça, c'est pas possible. Et sans ça, même rester définitivement dans Kidal ne sera plus possible. D'accord. Donc D'accord. après, c'est opérationnel, c'est quelque chose, enfin c'est plutôt tactique, mais c'est quelque chose enfin c'est même stratégique, mais il faut observer pour le voir. Et il faut connaître un petit D'accord. peu comment ça fonctionne les stratégies militaires, mais ça c'est encore autre chose. Ouais, d'accord. D'accord, intéressant. Et C'est par noté. exemple, juste Oui. pour te dire, en gros, rien que dans le nord du Mali, par jour, l'or qu'ils exploitent, je crois que c'est l'équivalent de 27 kilos, quelque chose dans les alentours de 4 millions de dollars par jour. Oh, ok. Ouais, ouais. Il y a 11 mines d'or rien que dans la région de Kidal. À Tinzawaten, moi, sur les images satellitaires, moi j'en ai compté 13. Juste aux alentours de Tinzawaten. Et tu remarqueras que toutes les villes où il y a de gros bombardements, où il y a de gros conflits, où les groupes armés sont présents, tu regardes, c'est partout. C'est vraiment partout. Pas qu'au Mali, je veux dire, c'est partout. Partout où ils sont présents, aux alentours, il y a soit une mine d'or, soit du Ouais. pétrole, soit quelque chose qui s'y cache. Et encore une fois, il y a un autre indice aussi à regarder. Tu regarderas partout où ces groupes armés sont présents, partout où ils sont présents. Tu regardes, par exemple, ils sont souvent à cheval sur plusieurs pays, machin et tout, ils sont présents. Par exemple, dans le Sahel, ils sont sur les 3 pays. Bah, en fait, Hop. tu regardes pour chaque groupe, quelle est la zone qu'ils attaquent jamais. Et à partir du moment où tu trouves ça, tu as trouvé leur commanditaire. Ouais, bien sûr. Tu as trouvé leur commanditaire. Un de leurs commanditaires. Ou un facilitateur. Mais tu as trouvé des gens avec qui ils travaillent. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mm. En tout cas, ouais, très intéressant. C'est bien noté. Donc, déjà, merci pour ces informations. Mm. Et donc, tout ça pour alimenter ma réflexion, puisque là, actuellement, comme vous le savez, il y a une inversion du rapport de force comparé au début des années 2010. Hein. C'est l'armée malienne qui a l'initiative, ce sont les armées du Niger et du Burkina Faso qui ont l'initiative et qui sont en train de significativement réduire les effectifs et surtout affaiblir ces groupes armés. Alors, je ne dis pas que tout est rose, hein, je ne connais pas sur place, mais je ne dis pas que tout est rose, tout est stable, je dis juste tout simplement, bon, là je parle plutôt personne de mauvaise foi, que comparé au début des années 2010, la situation sur le terrain n'a rien à voir, et qu'à ce titre, surtout vu l'état de désespoir de certains officiers, que ce soit au sein du Quai d'Orsay, et plus largement les anglo-saxons qui surveillent cela de près, même s'ils laissent les Français sous-traiter ça. Mhm. En guillemets, pour les questions africaines dans la zone, pendant très longtemps, ils ont fait une confiance à la France, en guillemets, pour gérer leur mort de service, en guillemets. Donc, il est fort possible qu'ils fassent de nouveaux appels et qu'ils demandent à ces pays du Golfe, là, qui ont des facilités, je dirais, linguistiques et, entre guillemets, religieuses, de poursuivre ce travail de subversion.
Ouais, continue, pardon. De poursuivre ce travail de subversion, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en gros, c'est surveillance. Après, je pense que les personnes à la tête de l'ES, là, ne sont pas des naïfs. Donc, bon, l'époque de rock Christian Caboret, là, elle a un peu révolu. Donc, je pense qu'ils sont très conscients de cela, mais je ne serais pas surpris à l'avenir s'il y a d'autres révélations ou si on apprend que, je sais pas moi, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, ou l'ambassadeur des Émirats, ou l'ambassadeur du Qatar au Burkina, au Niger, ou au Mali est convoqué parce que on a constaté des activités un peu suspectes de subversion. Ce serait pas une surprise. Ouais, c'est clair. Ce serait pas une surprise parce que vu l'état de la situation sur le terrain, il est fort possible que les puissances tutélaires de ces pays-là leur aient demandé de reprendre un peu du service. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu ma conclusion, quoi. Après, un petit détail concernant Oui, Roch Marc Christian Caboret, contrairement oui, à ce que beaucoup pensent, oui. il n'a pas non plus, euh, ça n'a pas été le président qui s'est couché non plus. En fait, il faut savoir, il est bien de rendre à César ce qui appartient à César. Quand D'accord. Roch arrive, et il l'explique dans une interview, je crois que c'était pour RFI et France 24. Il explique, non, c'était avec Alain Foucault, je crois. Ouais, je crois, D'accord. bah, c'était RFI, quoi. Il explique, il dit quand il est arrivé, ces groupes armés sont venus vers lui et lui ont demandé, en gros, bah, leur paye et les véhicules, les machins. Il leur dit, mais moi, je connais pas ça. Et moi, je n'ai pas ce que vous me demandez. Et il expliquait qu'ils lui ont dit, bah, on va commencer à vous attaquer. Il a dit, ouais, mais vous pouvez commencer, mais moi, ce que vous demandez, j'y ai pas. Tu vois, je peux pas vous donner ça parce que j'y ai pas. Et ils lui ont expliqué qu'avant, ça fonctionnait comme ça. Donc, sous Blaise, ça fonctionnait comme ça. Et c'est à D'accord. partir de là, vers 2014-2015, ouais, 2015-2016, comme ça. Enfin, non, Roch Kaboré, c'est un peu plus tard. Ouais, c'est vers cette période-là, du coup, du moins, que les attaques ont commencé au Burkina Faso, que le JNIM est arrivé, qu'il y a eu tout un tas de... Bon, le JNIM, c'est 2018 passé, tout ça. Mais c'est à partir de là que les attaques ont commencé au Burkina Faso. Sinon, avant, ils n'étaient pas attaqués. D'accord. Et aussi, au-delà de D'accord. ça, il avait facilité aussi l'arrivée de convois militaires maliens. Ils n'étaient pas aussi gros qu'aujourd'hui. C'était certains blindés qui devaient arriver. Ils sont arrivés. Et ça, c'était juste avant, enfin, c'était un peu avant le coup d'État contre lui. Et d'ailleurs, c'est D'accord. très probablement une des causes, mais ça leur a échappé. C'est que, en fait, il avait laissé passer certaines choses, et je pense que c'était même pendant l'embargo, si je me trompe pas, et qu'il avait laissé passer, non, c'était pas pendant l'embargo, mais il avait laissé passer des blindés qui devaient arriver au Mali, de par le Ghana en passant par le Burkina jusqu'au Mali. Et ça avait été mal vu de la part des instances, on va dire plus haut. Ça a été mal vu. Donc D'accord. il a un peu payé ce prix-là aussi. D'accord. C'est intéressant. En C'est fait, intéressant. il y a des choses que d'un œil extérieur, on ne peut pas voir. Mais c'est Bien sûr. une fois un peu plus à l'intérieur, ou une fois qu'on le subit, qu'on commence à comprendre certaines choses. Et c'est pour ça, le fait, il Ah, y en a bien sûr. plein qui reprochent au capitaine camarade Ibrahim Traoré de beaucoup parler. Moi, je trouve que le fait qu'il parle beaucoup, c'est un avantage. Ça permet d'expliquer aux gens ce qui se passe réellement dans les coulisses. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mm. Bien sûr. D'accord. Intéressant. Et ça, Ok, c'est je noté. trouve ça important à dire. C'est noté. Ouais. Je ne sais pas Ok. si tu as un autre sujet concernant les monarchies du Golfe. Je voulais te poser la question, mais tu y as déjà Alors, répondu. Ouais. alors oui, avant de dire la question, ben, la même remarque que je viens de faire, enfin la même remarque, le même constat, observation que je viens de faire pour les pays du Sahel, ou du moins ce qui s'est passé depuis la Libye. Alors, vous allez retrouver ces tentatives de nuisance euh, en Afrique de l'Est. Alors, j'ai bien tentative, parce que je l'ai déjà expliqué dans d'autres conférences. On peut reprocher plein de choses aux dirigeants d'Afrique de l'Est, des gros problèmes de corruption, parfois de fascination pour les élites occidentales, etc. Mais sur la question sécuritaire, dès le début des manigances, au début des années 2000, comme j'ai toujours dit, ils ont été beaucoup moins naïfs. Et il faudra qu'on traite à l'occasion de cette question-là. Ils étaient beaucoup moins naïfs. Et on va dire qu'ils en récoltent les fruits aujourd'hui. Donc, il y a des tentatives
Alors, déjà, comme tu as parlé au Soudan, alors là, laisse tomber. Parce que bon, quand je parle des dirigeants d'Afrique de l'Est, je mets pas le Soudan là-dedans. Et malheureusement, le Soudan, c'est un Petite désastre. anecdote sur le Soudan, Oui, intéressante. Il y a 2 ans, le général d'armée Assimi Goïta, le président du Mali, il avait fait un discours devant les légitimités traditionnelles. Et il avait fait ce discours en langue nationale, donc en bambara. Il y a plein de choses qu'il explique lorsqu'il parle en langue, parce qu'il est plus à l'aise en fait, lorsqu'il parle d'accord. en langue nationale. Et il avait expliqué, c'était par rapport à la MINUSMA. Il avait expliqué pourquoi faire partir la MINUSMA, pour eux, dès le départ, c'était un prérogatif. Parce qu'en fait, à partir de eux, ils ont compris que Barkhane, Takuba, MINUSMA, G5 Sahel, que tout ça, c'est lié à l'opération Barkhane et que c'était lié à la France. Et qu'à partir du moment où ils avaient fait partir Barkhane, c'était plus qu'une histoire de temps, mais que tout cela allait partir. Donc dès le départ, eux, ils les ont appelés la MINUSMA, ils leur ont dit, écoutez, soit vous vous rangez, soit il va falloir, on va prendre nos responsabilités. Donc, du coup, il expliquait que de toutes les façons, la MINUSMA, les Nations Unies, quand ils arrivent dans ton pays, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ne sont pas là pour arrêter des guerres, ils ne sont pas là pour arrêter des conflits, ils sont là pour maintenir au mieux le statu quo, ou du moins, c'est pour piller les pays. Et il D'accord. expliquait que lui, parce qu'il expliquait ça, il disait que moi, je connais le système des Nations Unies, j'y ai déjà travaillé, j'ai déjà été dans les opérations comme la MINUSMA, mais au Soudan. Et il a dit, le D'accord. jour où moi j'ai quitté le Soudan, c'est le jour même où ils ont partagé le Soudan nord et sud. Ça coïncide au jour même où ils ont partagé. Donc il sait de quoi ces missions sont capables. Et c'est pour ça qu'ils les ont fait partir. Et c'est Mm. assez incroyable ce que tu racontes parce que le Et moi, problème, c'est quelque chose que je je veux me pas rappelle faire, encore aujourd'hui. ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Je ne veux pas faire d'observation trop m'éparpiller, mais c'est la même chose. Ce qu'on appelle actuellement, c'est l'histoire du Sahara au Maroc. C'est à Mm. peu près la même histoire. Je rentre pas dans les détails, mais c'est la même histoire en fait. Mhm. Bref, c'est au moment où les forces internationales sont retirées du Sahara, du espagnol, que tu as le Front Polisario qui est sorti de nulle part. Mhm. Et tu prends la même chose aussi entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ouais, c'est pareil. Où La l'Érythrée, c'est Soma... la même chose. ouais, il y a le Au Somalie moment et le où, Somaliland, c'est à peu près les mêmes ouais, choses. pareil, c'est la même chose. T'as l'autre pays, Les- comment il s'appelle Ah, j'ai oublié le pays encore qu'ils ont partagé là. Oh là là. Enfin, pas qu'ils ont partagé, mais qui... Non, comment ça, j'ai oublié? Bien sûr, je sais, c'est le Congo. Congo-Rwanda, c'est à peu près les mêmes choses. C'est encore une histoire de minerais, tout ça. Et ce qu'ils veulent, c'est arracher le Nord Kivu au Congo. C'est simple. Ouais, non, non, bien Mm. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc bref, c'est incroyable. Et juste, ce que je voulais préciser, donc, dans tous ces pays, comme je l'ai dit, du Kenya, Ouganda, Tanzanie, ils ont du mal parce que les élites, malgré leurs innombrables défauts, ont été moins naïves sur la question sécuritaire il y a 10 ans. Donc, ils en Mhm. récoltent un peu les fruits positifs aujourd'hui. Par contre, au Soudan, on voit leurs agissements et au Congo, les Émirats sont très opérationnels, indirectement, bien sûr, mais pas d'autres sur place, mais dans le trafic d'or au Congo, c'est un acteur de premier plan. Bah, de toutes les façons, chez nous, on dit quand tu parles du loup, forcément, tu vois ça que dès que tu vois les Voilà, Américains quelque part, dans ce type de déstabilisation, ils sont pas loin. Les Émiratis, les Qataris, tout oui, ça, ils bien sont pas sûr, loin. Donc, bien sûr. en fait, et comme tu as dit, c'est ça la question que je voulais te poser, mais tu as déjà répondu au travers de ce que tu as résumé. Et Ce actuellement, serait et quoi tu vois ce que je peux l'objectif? rajouter? Ouais. Et actuellement, je dois le rajouter, il y a une résurgence. Et là, les pays du Golfe qui sont impliqués, alors c'est à mourir de rire. Alors ah oui, alors ça c'est à mourir de rire. Il y a un trio, alors c'est magnifique. Alors je parle ironiquement, parce que c'est tragique. Hein. Mhm. Tu as une résurgence de l'État islamique au Congo, dans le Kivu. L'État islamique veut islamiser le Kivu. C'est intéressant. Il manquait plus que ça. Avec aussi Ebola qui est pas loin, ils sont arrangés pour créer Ebola aussi dans l'est du Kivu, là, juste Mhm. dans la partie où il y a les minerais, hein, pas les virus, c'est magique. Hein, ça serait... j'ai pas du tout Pile poil là où d'expérience il faut. scientifique. C'est ça. J'aimerais qu'un biologiste m'explique le phénomène. En tout cas, tu as actuellement Ebola là, dans toute la zone, une partie de la Mhm. zone Kivu. Donc, les pauvres qui sont dans la région, là, ils ont des groupes armés, soi-disant islamistes, en guillemets, donc État islamiste, plus Ebola, plus bon, le M23 traditionnel, enfin, c'est un total. Mhm. Tout ça au Kivu, en fait. C'est un beau mélange, c'est magnifique.
Donc, excuse-moi, oui, je voulais préciser, Ouais, je non, voulais non, poser la question. ils sont assez spéciaux. Et Je te le cas laisse. du Congo, c'est vraiment un cas particulier, quoi, parce que Grave, il se vraiment, passe vraiment des choses atroces quand même là-bas. gravissime, grave. Et tout ça parce que des gens veulent exploiter d'autres gens, enfin veulent exploiter les richesses d'autres gens gratuitement. Et Exact. c'est vraiment bref. Mais je pense qu'un jour on reviendra, on fera un dossier spécial sur le Bien Congo sûr. parce que c'est très Ouais, important. bien sûr, il faut, ouais. Il faut, ouais. C'est très Il important. faut. Oui. Ouais. Et c'est quelle question tu voulais me poser, Ouais, en Joël? fait, c'était par rapport à l'objectif, mais tu as déjà répondu, en fait. C'est par rapport à l'objectif de ces monarchies du Golfe à déstabiliser ces pays d'Afrique. Moi, j'en ai identifié, on va dire, deux. C'est l'exploitation Deux. de l'or, parce que ça, c'est une manne financière incroyable. Pouvoir exploiter pendant que les gens se font la guerre l'or de Bien sûr. façon illégale, faire sortir l'or de façon illégale de ces pays-là. Et deuxièmement, si on laisse ces pays-là, et c'est toute la bande, tu verras qu'en fait c'est toute la bande sahélo-sahélienne, si on laisse ces pays-là prospérer, enfin se débrouiller, ils vont forcément arriver à la question de l'exploitation de leurs ressources pétrolières et minières. Sachant qu'ils ont absolument toutes les ressources sur place, tous ces types de ressources sur place, bah, ils vont venir nous concurrencer sur notre terrain. Non, Et bien c'est sûr, ça ouais. qu'ils essayent d'éviter jusqu'à maintenant. Parce que Exactement. Ben non, oui, la guerre au Mali, elle a commencé 2 mois après que le président, paix à son âme, Amadou Toumani dit ATT, ait décidé d'exploiter euh, un premier puits pétrolier à Taoudéni. Et d'accord. c'était avec la société de Sonatrach. D'accord, intéressant. Et D'accord. 2 mois plus tard, il est tombé. Sachant qu'il lui restait que 3 mois à son mandat. Ça n'avait aucun sens. Le coup d'État contre ATT n'avait absolument aucun sens. Il n'a pas lieu d'être. Parce qu'il lui restait que 3 mois de mandat. Et c'était son deuxième mandat, donc c'était fini. Et les gens disaient non, il a l'intention de faire un troisième mandat. Sauf que ça restait une intention. Je sais qu'elle était. Moi, je sais que effectivement, c'est vrai. Il avait D'accord, cette d'accord. intention-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il avait cette intention-là. Et ce qui lui aurait permis de justifier ça, c'est de se dire, voilà, vous voyez, j'ai fait du Mali un pays pétrolier. Oui, ouais, j'ai Et compris, s'il ouais. avait J'ai compris exploité la stratégie. s'il avait réussi à exploiter ce puits-là, très probablement que ce serait passé. Bien sûr. Et non seulement ceux qui se devaient d'exploiter ce puits, avec qui ils devaient exploiter ce puits, et on va dire les impérialistes de tout genre, ne voulaient pas d'un Amadou Toumani Touré assez fort pour cette exploitation-là. Et à ce Et moment-là, lui, il était un peu contestataire. Par exemple, le cas de la Libye, il faut savoir que Amadou Toumani Touré a aidé la Libye. Lorsqu'ils ont agressé, il n'a pas pu faire grand-chose, mais il a aidé. oui, d'accord. Il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il n'avait pas les moyens, mais il a fait de ce qu'il pouvait. Excuse-moi de te couper parce que ça, je la tiens aussi de cette anecdote. Hein, là, je préfère être honnête, je la tiens pas de moi-même, mais plutôt de Franck Almasi. C'est pas lui qui avait refusé de, de faire du Mali le siège de la base Africom. Si, Ah si, ben si. voilà. C'est lui qui a refusé C'est ça. ça a Et aidé ça aussi, ils l'ont très mal pris, ça. voilà. En gros, c'est lui qui a. En fait, lui, il avait une. Parce que c'est un ancien général. C'est un ancien D'accord. général de l'armée. Donc, il gardait. En fait, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les militaires. C'est pour ça qu'ils font tout pour dire qu'un militaire ne doit pas arriver au pouvoir. Bien sûr. Parce que les militaires, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, même s'ils s'enrichissent, il y a un moment où la formation militaire, elle est tellement ancrée dans un militaire. Un militaire, tu le réveilles à 4 heures du matin, à n'importe quel âge de sa vie, tu lui dis ton matricule, il te sort son matricule. Même s'il a D'accord. 70 ans, 80 ans, il te donne son matricule. Donc c'est ancré en lui. Donc le côté militaire est ancré dans les hommes qui ont aussi eu le service militaire. Et avec le service militaire, il y a le patriotisme. Il est aussi Bien ancré sûr. en eux. Donc, malgré toutes les bêtises qu'ils peuvent faire, arriver à un moment, le patriotisme va prendre le dessus.
Même volontairement ou involontairement, il va prendre le dessus. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les militaires au pouvoir. Parce qu'au bout d'un Ouais, moment, ils sont capables de dire, ouais, bon là, ça y est, c'est fini, toi, tu vas au crocodile. Tu vois. Donc, il y a ça. Il y a ce truc-là. Donc, d'accord. voilà un petit peu. Donc, si tu veux conclure concernant ça, je te laisse le dernier mot de la fin. J'avais un peu conclu, je dirais, comme je l'ai dit, attention, je l'inventerai, mais attention à ces pays du Golfe-là. Comme tu l'as dit, on est dans un monde géopolitique, donc on n'est pas dans l'émotionnel. Hum, Ce n'est pas parce que, par exemple, ces pays-là ont déstabilisé le Sahel, la Libye, directement les pays de l'AES, il faut dire non, les boycotts, c'est terminé. Ça marche pas comme ça. Voilà, exactement. On pourrait même parler de plein d'autres sujets, la façon dont les Noirs peuvent être traités dans ces pays-là. Bref, on ne fonctionne pas l'émotionnel. En revanche, il faut faire très attention, car au vu de la situation actuelle sur le terrain, je serai un responsable des officiers traitants des services de renseignement occidentaux ou même diplomates occidentaux. Je relancerai ces puissances vassales, qui sont des vassals, en leur disant, les gars, il faut que vous intensifiez le travail de subversion au sein des pays du Sahel, car on manque d'effectifs et il faut convaincre ou endoctriner de nouveaux jeunes. De toute façon, c'est ce qu'Ibrahim Traoré a révélé. Donc, il va falloir être très vigilant. On faut être vigilant dans le présent et sur les mois à venir. Euh, Comme je l'ai dit pour conclure tout à l'heure, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques frictions, pas de tension jusqu'à une rupture, mais qu'il y ait quelques frictions, quelques rappels à l'ordre, en disant attention, faites attention, on n'apprécie pas ce que vous faites là actuellement, il faut cesser. Ouais, ça Voilà, c'est clair. C'est voilà, clair. voilà tout simplement. Hum. Tout simplement. Bah, en tout cas, Erwan, on te remercie beaucoup pour Ah, tes c'était réciproque. précisions, ta disponibilité. Et on vous dit Voilà. à très bientôt pour une nouvelle émission, encore une fois, sur l'actualité au Sahel. Donc, merci à tous et à très bientôt.